Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour Mounir. Salut, bonjour les Café Sneakers. Alors aujourd'hui, c'est un épisode entier disponible sur notre Patreon. C'est ça, l'épisode au complet va être disponible sur le patreon.com/cafésnake. Donc vous allez avoir accès à un extrait, mais si vous voulez écouter l'épisode au complet, ça va être sur Patreon et c'est le cas pour un épisode sur deux. De quoi tu vas parler? C'est bon ça. De quoi tu vas parler? Aujourd'hui, on va faire une espèce de rundown sur vol à 3 semaines du jour des élections présidentielles américaines sur les campagnes, les différentes choses que j'ai observées, remarquées, mes impressions sur la campagne présidentielle américaine. Le vote est le 5 novembre. Toi, de quoi tu vas parler aujourd'hui? Donc moi, je vais parler de la disparition de l'étudiante internationale Alexandra à Trois-Rivières et finalement comment cet événement-là a pris une tournure internationale, en particulier sur TikTok. Là, c'est les DG News. Yeah! Those days are over with boba. Hang on. I'm quite sure about its content, but continue. It's just an incredible hurricane. It has dropped. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just. This is a tough hurricane. One of the wettest we've ever seen from the standpoint of water. Has anyone else heard of bubble tea? Yes, I've heard What is Montréal? Mon nom est Luc Picard, je suis acteur et réalisateur. Et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été un fan fini du Canadien. J'ai toujours eu cette équipe-là dans le sang. Puis au cours des années, j'ai vécu des moments extraordinaires avec eux. Des moments que j'ai partagés avec mes amis. Je suis en train de chill, il m'appelle encore. J'ai qu'une autre bitch pour du réconfort. J'ai pas ton temps, fous-toi dehors. Je suis en train de chill, il m'appelle encore. Genre, real talk, je vais jamais laisser un robot humanoïde bouger dans ma maison sans que c'est moi qui le contrôle. Jamais. Genre, je sais que il y a comme la trend, c'est genre des edits d'iRobot, là. Jamais il va y avoir un esti de robot humanoïde qui bouge dans ma maison. Je vais péter la gueule. Genre, real talk. Je vais commencer. Moi, je voulais parler de l'ouragan Milton qui a été de passage en Floride cette semaine, qui a pris le dessus sur mon fil algorithmique. En tout cas, je pense que c'est le tien aussi. Puis c'était vraiment un événement qui a été beaucoup sensationnalisé dans les médias, mais avec raison d'une certaine façon. C'est une tempête qui était historique, qui a atteint des niveaux historiques. Est-ce qu'elle a vraiment atteint des niveaux historiques? Parce que dans le fond, c'est ça qu'on... quand elle était sur l'eau, elle atteignait des niveaux historiques, mais les ouragans, une fois que c'est plus comme dans l'eau, ça perd de la force. Mais là, justement, c'est parce que sa trajectoire amenait le pire de la tempête dans une grosse ville comme Tampa Bay. Quand la tempête elle a touché terre, elle a migré vers le sud, ce qui a fait en sorte que le pire a évité la ville de Tampa Bay. Mais moi, je trouvais ça intéressant parce que comment qu'on peut suivre ces tempêtes maintenant dans l'écosystème médiatique, justement, c'est à travers des gens. Les gens se publient, se médiatisent eux-mêmes à travers des feeds en direct qu'on peut voir. Puis ça crée des personnages que les gens veulent suivre. T'sais, avec cette tempête, l'exemple parfait, c'est le lieutenant Dan qui a été surnommé comme ça, personnage. Mais c'est un bonhomme qui vit sur un bateau qui a survécu à l'ouragan Hélène, c'est ça? Juste avant qu'il lui manque une jambe, donc on fait référence, quand on l'appelle Lieutenant Dan, on fait référence à Forrest Gump. Ouais, c'est ça, un personnage en Forrest Gump, mais c'était juste l'idée que lui, il voulait pas partir de la marina de Tampa Bay, qu'il allait survivre. Il y avait pas juste lui, hein. Il y avait la madame qui habitait dans sa grosse villa de béton, il y avait aussi l'écrivaine américaine Caroline Calloway, donc qui profitait aussi du fait qu'elle n'évacuerait pas pour promouvoir son livre. Tous les yeux étaient sur elle. Puis il y a plein de gens qui essaient de voir si est-ce qu'elle va mourir, est-ce qu'elle est morte. Une image qui m'a marqué puis je pense qui est importante, c'est le fait que CNN a envoyé leur reporter star Anderson Cooper sur les lieux en direct à l'extérieur pendant la tempête. Puis je trouve que ça représente bien comment les médias d'héritage puis aussi les médias sociaux ont vraiment beaucoup à gagner que le public soit autant investi dans des catastrophes. Je sais que c'est important de faire de la prévention puis de sensibiliser les gens à être évacués, mais à ce moment-là, la couverture de la crise en tant que telle, pour nous qui est au Canada, je voyais beaucoup de Canadiens qui étaient investis là-dedans. Il y a quelque chose que je comprends pas, TikTok, là.
Hier soir, t'as passé la soirée à me garocher des vidéos de l'ouragan Milton, là. Puis là, moi, je m'inquiète pour plein de monde que je connais pas. Je m'inquiète pour le bonhomme avec ses chèvres, je m'inquiète pour la fille avec son cheval, je m'inquiète pour la famille qui ont manqué de gaz, qui peuvent pas se rendre nulle part. Je m'inquiète pas pour le monsieur qui a strappé sa maison. Ça avait l'air solide, ça. D'après moi, il va être correct. Aujourd'hui, pas un fucking vidéo sur le sujet. Ils sont où tout ce monde-là? Je veux savoir ce qui se passe. Priez toute la nuit, moi, Chris. C'est-tu possible de nous tenir au courant? Pour nous, c'est un spectacle, en fait. Ouais. Ce genre d'événement-là. Un divertissement. Mais c'est parce qu'on le suit aussi en direct. On n'avait pas nécessairement accès à une couverture en direct personnelle, intime, comme ça, avec des personnages avant. Exact. Quand j'ai vu Anderson Cooper qui prend des débris, qui tombe, qui... Tu sais, je me dis... Il s'est fait frapper par des débris. Et Anderson Cooper, c'est pour représenter à quel point CNN traite ça sérieusement, ces catastrophes. Ils envoient leur star. C'est leur moment de grande écoute, en fait. C'est un moment où il faut qu'ils capitalisent puis qu'ils mettent des figures qui sont reconnaissables par le public. Puis ça m'a rappelé une conversation que j'avais eue avec un des directeurs de l'information de Radio-Canada qui me parlait de comment la pandémie de COVID-19, c'était un moment, un succès, en fait, pour l'information de Radio-Canada. Un succès médiatique. Un succès médiatique, c'est un des moments qui a généré le plus d'engagement de l'histoire de l'information de Radio-Canada. Puis il me parlait de ça comme un accomplissement, pas pour peser le poids de la signification historique de la pandémie. C'était vraiment un accomplissement. Puis je trouve que c'est ça, des fois, qu'il faut comme se remettre en tête. Moi, j'ai eu ce wake-up call-là en regardant la couverture médiatique, tant sur les médias d'héritage que sur les médias sociaux, que ces catastrophes-là, plus ils sont tristes, plus ils sont immenses, plus ils sont historiques, ben c'est un PD pour ces conglomérats. Plus de sous. C'est ça, fait que c'était juste ça que je voulais ramener de l'avant avec ce segment-là. Moi, je voulais parler d'un événement tout récent que j'ai appelé le Boba Fell. Le Boba Gate. Le Boba Gate. Bobbing Boba. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 Québécois, 2 entrepreneurs, un couple, Sébastien Fizet, Jess Frenette, qui sont allés à la télévision anglophone à CBC, Dragon's Den, qui est l'équivalent des dragons, pour parler de leur entreprise de thé boba... De bubble tea. De bubble tea. Boba. Hello, Dragon. My name is Jessica. And my name is Sebastian. We are here today from Quebec City, seeking $1 million in exchange of 18% of our business, Boba. Boba. Dragon, you have probably heard about bubble tea. Yes. I've never. Has anyone else heard of bubble tea? Yes, I've heard. What is bubble tea? Yeah. See who was drinking bubble tea this morning? Et là, ils ont fait leur pitch publicitaire, mais ça l'a comme pas passé. Suite à la diffusion des clips sur les réseaux sociaux. Puis dans la salle, un des investisseurs, Simu Liu, Canadien d'origine chinoise, qui est un acteur, a mis en exergue leurs angles morts. Directement comme a parlé d'appropriation culturelle. Le problème, c'est pas que 2 Québécois vendent ou produisent du bubble tea, c'est le fait que dans le discours qu'ils ont livré devant les caméras, ils ont dégradé le produit original. Yes, I'm talking about bubble tea, that trendy sugary drink you are queued up for and you are never quite sure about its content. Those days are over with boba. C'est en accord avec un discours qui circule depuis longtemps, comme quoi la cuisine asiatique, ça serait peut-être pas safe. On la dénigre, on la diabolise. Et pour qu'elle soit appétissante, et ça, on fait pas juste ça avec la cuisine asiatique, ben on va la whitewash. Donc, c'est un processus de blanchissage culturel et c'est exactement ça qu'ils mettent en scène devant les investisseurs. C'est même pas le sous-texte, tu sais, comme ils le nomment directement. Ben, qu'est-ce qu'il dit? It's not an ethnical product anymore. Not with the popping bobas. Déjà, la femme qui est là est comme, ben, tu sais, tu bois du bubble tea, but we're never quite sure what's in it. On sait jamais vraiment qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, déjà, ça sonne une cloche à l'oreille de Simu qui est comme, ben, moi, je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce qu'ils disent ensuite, c'est que notre produit, en fait, il est davantage santé. Ouais, il y a ça aussi. Puis ils disent, en fait, nous, on utilise juste 3 ingrédients. Tout ce qu'ils disent, c'est faux. Tu vas regarder les ingrédients de leur truc. Le deuxième ingrédient, c'est du sucre. Ensuite, il y a énormément d'additifs. Il y a même il y a des colorants artificiels. Le rouge allura, là, qui est comme potentiellement cancérigène. Puis là, les clips sont publiés sur le compte TikTok de Dragon's Den, sur le compte TikTok de Boba, mais ils ont délité sur leur propre compte TikTok. Puis ça a été publié aussi sur le compte de CBC. Instantanément, ça, toi tu l'as vu, il n'y avait pas beaucoup d'engagement dessus, mais... Je l'ai envoyé à mener. J'ai dit, tu gages combien que ça va blow up? Ouais. Et effectivement, c'est partout, c'est couvert dans plusieurs médias à l'international. J'ai même vu un média en Malaisie qui en parlait. Moi, j'ai vu du discours comme quoi ça avait été publié sur les applications de l'écosystème numérique asiatique, comme WeChat, comme Weibo. Genre là-bas, ça circule aussi. C'est aux États-Unis, par exemple. Il y a beaucoup de BuzzFeed. commentary. We all seen that gentrified boba pitch on Dragon's Den, which
There's this clip going viral of Simu Liu trying to convince this company that they might be culturally appropriating boba. Everyone's talking about Simu Liu's response to these boba tea founders. In a recent episode of Dragon's Den, actor Simu Liu was a guest judge, and his comments sparked major conversation about cultural appropriation. Le discourse, il y a des vidéos avec des millions de vues qui commentent ça. On s'arrête même à commenter le fait principalement que c'est des Québécois. On fait que finalement, il y a comme un disconnect culturel entre les francophones au Canada et le reste de la population anglophone. La façon dont est traité le racisme ici. Le fait que encore aujourd'hui, au Québec, on a des débats à savoir s'il faut, oui ou non, utiliser le mot en haine. When I first saw the video about the bubble tea Dragon Den pitch, there was less than 900 likes. And now the Americans are interested. Do you know what it takes to get Americans interested in anything that happens in Canada? Huh? But the big elephant in the room that nobody is addressing is how did they have the confidence, arrogance, naivete to think that they were going to be able to get away with this? And it's really simple. It's because they're Quebecers. And more specifically, ce sont des Québécois. One thing that I've noticed time and time again from French Canadians is how behind they are on conversations about racism. Are we surprised about the boba thing, given where those people are from? Another edition of You Think You're Looking At a super smart, loving, caring province in the friendly old country of Canada. But really, it's Quebec, where it is illegal to be in a position of authority and wear, I don't know, a hijab, a turban. Et là, la culture québécoise, le Québec a forcément une bad rep, comme on dit. Son heure de gloire. Mais moi, je dis qu'à force de, justement, d'avoir des discours xénophobes dans les médias au niveau du gouvernement, un gouvernement qui reconnaît pas le racisme systémique, ben, ça prenait juste comme une étincelle, un petit truc comme ça, puis à un moment donné, effectivement, on va montrer nos vraies couleurs au reste du monde et on va montrer qu'on est décalé. Que là, c'est ça l'affaire, c'est que ces entrepreneurs-là, bon, ils sont probablement allés à cette émission en anglais. On voit qu'ils ont quand même de la misère à s'exprimer en anglais. Peut-être que même les mots qu'ils emploient, ils n'ont pas la conscience de comme dans la culture anglophone, on n'emploie pas nécessairement ce mot-là. Tu sais, il manque. Parce que je pense même que quand ils parlent de cultural appropriation, au début, Simu. I'm concerned about this idea of disrupting or disturbing bubble tea because it's something that's very near. Why? There can be new takes on things. Sure, but I'm looking not at everything I'm has looking to at be these two guys. traditional. No, but then there's also an issue of cultural appropriation. There's an issue of taking something that's very distinctly Asian in its identity and quote unquote making it better, which I have an issue with. Ça leur allume aucun red flag à eux. Je pense même pas qu'ils ont compris qu'est-ce qu'il voulait dire quand il dit yo, moi je pense qu'il y a un problème de cultural appropriation. Exactement, on sent une grande naïveté, ce n'est pas énormément d'ignorance, puis ça nous amène même à d'avoir un second-hand embarrassment. On se sent mal pour eux, mais à un moment donné, quand on dit le Québec où la culture est raciste, où il y a du racisme systémique, c'est pas pour pointer quelqu'un du doigt, c'est justement pour que ce genre d'événement-là n'arrive pas, parce que ça fait quand même 2 ans, 3 ans, je sais pas, que la compagnie existe. Ils sont distribués un peu partout dans le monde. T'sais, ça commençait à vraiment bien fleurir leur affaire. Ils ont même gagné un prix de l'innovation en 2022 qui était décerné par le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Fait qu'on se demande comment ça se fait qu'il y a personne qui a sonné une cloche avant. Comme pourquoi il faut que tu te rendes dans une émission à CBC, que ça soit clippé, que ça circule comme ça sur les réseaux sociaux pour que ça crée une polémique. Parce que là, si l'idée derrière leur tête, c'est d'avoir une notoriété de marque en allant dans une émission anglophone et toucher un public anglophone, c'est complètement raté parce qu'ils se retrouvent au milieu d'une tempête de relations publiques. You know what's so funny? This company, Baba, not Boba, Baba, they would have done so much better without all this brand awareness because I can tell you this, if I had never seen this video, I probably would have picked some up at Costco. C'est un enfer de relations publiques. Puis là, j'allais dire, justement, j'ai fait des petites recherches et j'ai vu que les responsables de leur relation de presse, en mars, c'était Oui l'Agence. Et toi, tu me dis que Oui l'Agence, c'est pas une agence... Ben, c'est une agence controversée, là. Il y a des employés qui ont fait des sorties publiques anonymes sur les réseaux sociaux, sur Reddit, entre autres, pour parler du contexte, le climat de travail, le fait que cette agence-là n'était pas tout ce qu'elle représentait être sur les réseaux sociaux. Je la connais pas, l'influenceuse qui est partie de cette agence, mais je pense pas que si c'est elle qui gère les communications de Boba, elle était éveillée à ce genre de discussion-là. Fait que c'est sûr que si elle leur a recommandé d'aller faire ça, ou voir même comment ils gèrent ce Nightmare PR en ce moment, je pense pas que cette agence-là est outillée pour faire ça. Je pense que le fait que ça a perduré puis ça ait fleuri aussi longtemps sans que personne ait levé un drapeau rouge, c'est représentatif d'une dynamique peut-être québécoise. Puis je pense que les gens ont peut-être raison de souligner
une forme de déconnexion dans le discours. Parce que même lui, Simu, il était, même avant qu'il ouvre la bouche, il était comme fâché que leur image de marque, ce soit genre un raton laveur avec des lunettes de soleil. Juste le branding, le fait qu'il n'y ait aucun hommage à la culture asiatique dedans, ça montre, tu sais, c'est un complet whitewash. Mais ça trahit un décalage culturel, une inconscience. Et là, à un moment donné, je pense qu'on doit se responsabiliser, tu sais. Ça, parenthèse, moi, le bubble tea, j'ai découvert ça, je sais que c'est très populaire, j'ai découvert ça quand j'habitais à Taïwan. Ça vient de Taïwan, c'est apparu à Taïwan dans les années 80, et c'est les immigrants taïwanais qui ont apporté qui ont popularisé cette boisson-là, notamment en Californie, à Los Angeles, aux États-Unis. Puis même la texture des bulles, les boules de tapioca dans cette boisson-là, ça a une texture un peu comme chewy, je sais pas comment on dirait en français, là. Il y a un mot qui existe pour parler de cette texture-là, qui est très présente dans la cuisine, tu sais, asiatique, chinoise, taïwanaise. En plus, parce que le bubble tea, c'est un aspect, c'est comme un breuvage dessert, là, mais quand j'étais là-bas, c'est comme ça fait partie de la culture. J'allais souvent manger des desserts avec mon ami Jake, c'est des mélanges de fruits, de glace, puis après ça, de gelée ou de texture un peu chewy comme ça. Puis, gélatineuse, puis il y a un mot en chinois pour parler de ça, c'est Q. Puis c'est même pas un mot qui existe dans la langue anglaise ou même française, c'est que c'est très, très particulier à une culture. Puis c'est juste comme, on sent aussi que ces deux entrepreneurs-là, ils ont aucune curiosité ou même intérêt à connaître cette culture-là. C'est vraiment par opportunisme qu'ils sont arrivés. Ouais, parce qu'on le voit dans le profil, parce qu'après, sur leur page TikTok, on voit un profil que TVA a fait sur eux il y a quelques années. Eux, ils parlent vraiment de... on a vu ce marché en pleine expansion, on veut l'exploiter, puis là, t'as fait des recherches, tu vois, qui est dans plein d'autres entreprises alimentaires, ils créent d'autres produits, qui seraient impliqués dans la produit d'Alicia Moffett, Silly Billy. Ouais, en tout cas, je sais que sa blonde, lui, ils ont une entreprise de biscuits, il y a une autre entreprise de bubble tea qui s'appelle Ghost Tea, je pense. Fait que c'est comme, vraiment, c'est des entrepreneurs... Récidivistes, ouais. Ouais, exactement. Ben, récidivistes, je sais pas, comme poly-entrepreneur. Non, mais il y a un mot pour ça, des entrepreneurs. Récidive, il va falloir le crime de l'entrepreneuriat. Les mettre derrière les barreaux. En tout cas, ça a tellement créé la polémique que là, Simu Liu a été obligé de faire une sortie médiatique hier pour dire, écoutez, ils ont reçu des menaces de mort, ils ont reçu toutes sortes d'insultes. S'il vous plaît, tu sais, c'est des gens qui ont fait une erreur, peut-être une erreur grave, mais après ça, c'est une erreur, l'erreur est humaine, on va se calmer. Puis il met ça sur le fait aussi que c'est des Québécois. Ouais, on va mettre les extraits. Hey everyone, it's Simu. I just thought I'd make a video here in response to this crazy social media moment that I found myself in as it pertains to Dragon's Den and the boba of it all. First and foremost, I want to say I think we hit on a really important discussion about cultural appropriation, what it is. So I just want to say this. I believe that the entrepreneurs of this business came on Dragon's Den to pitch a business in good faith. There were a lot of things with the pitch that I took issue with and I disagreed with, and as a result, I pulled out as a potential investor. But that doesn't mean that I believe that they deserve harassment and threats. You know, I think a lot of grace should be afforded to them because they're French Canadian. I think their exposure to these types of cultural conversations was limited. And I also feel like English was not their first language. And when you have cameras pointed at you and you're put on the spot and you have to kind of answer these questions that I don't feel like they were prepared to answer. Prochain headline. C'était la conférence lancement de nouveaux produits de Tesla. Ouais. Ils ont nommé ça, cette conférence-là, We Robot, où Elon Musk a présenté des nouveaux produits, dont le robot taxi, le robot van. Et c'est le jeudi 10 octobre que ça s'est passé. C'était à Los Angeles. Ouais. Ça s'est passé dans les studios Warner Brothers, donc là où on filme des films. Puis je trouve que c'est quand même un clin d'œil à la fiction. Puis tout ce qui a été présenté semblait un peu en partie fictif. Exact. On vendait du rêve, mais évidemment le but de tout ça, c'est de faire un peu d'en mettre plein la vue les troupes devant les investisseurs, que évidemment nos actions soient valorisées à la hausse. Ça n'a pas fonctionné.
Hein? Les actions ont baissé, je pense que c'était 7-8%, là, certains disaient immédiatement 10. après, oui. Ouais, effectivement. Donc, on a montré, oui, le robot taxi, mais on a aussi montré des espèces de robots humanoïdes dansants baptisés Optimus. Ouais, Optimus. Moi, je pensais que ça faisait référence à l'optimisme, clairement au techno-optimisme, qui est une genre de philosophie où il faudrait faire confiance et avoir foi en la technologie, que cette technologie-là vienne en aide à l'humanité et solutionne tous nos problèmes. Il faut toujours se rappeler que ce genre de techno-optimisme-là, il est un peu biaisé, dans le sens où, effectivement, la technologie, ça peut simplifier la vie de certaines personnes au pouvoir qui déploient la technologie, qui la créent et qui bénéficient, par exemple, des recettes qu'engendre cette technologie-là, mais souvent, ça va simplement creuser les disparités, les inégalités sociales et ça va promouvoir une certaine indifférence envers la souffrance humaine, parce qu'en ce moment, c'est des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui sont injectés dans la technologie du AI, robots, humanoïdes. Même l'esthétique de ça, mettons la Robovan, c'est vraiment l'esthétique des produits des Tesla. produits, c'est ça, de la Robovan qui a été présentée. Je vois pas comment cet autobus-là va rouler dans les rues avec pas de suspension, s'il y a un dos d'âne. C'est un autobus qui est à ras le sol, ça fait aucun sens. Mais lui, Elon, il insiste pour dire on va le construire puis il va être vendu, il va ressembler à ça. Puis tout de suite après, Elon s'est dépêché de tweeter The future will look like the future. Puis ça, c'est comme une espèce de call-out clair de c'est quoi sa vision du futur. C'est une nostalgie, en fait, pour comment le futur était présenté dans son enfance. Comment on représentait le futur dans les années 80. Exact. Ouais. Ben, tout ça pour dire qu'il nous dit que les robots humanoïdes Optimus vont être capables de tout faire, effectuer les tâches domestiques, s'occuper de vos enfants, blablabla. Gardez vos enfants, tu sais comment il faut être bold pour dire ça. En plus, ça va être abordable parce qu'on pourrait les acheter sous peu pour un prix entre 20 000 et 30 000 $ américains. Évidemment, moi, j'ai regardé beaucoup de grands titres dans les journaux, puis jamais on remet en question le fait que ces humanoïdes-là étaient pas indépendants. C'est même pas une question qui apparaît, là. Par exemple, j'ai vu le Journal de Montréal qui titrait son article « Elon Musk dévoile des robots Optimus assez sympathiques ». Tu sais, il faut savoir que les robots Optimus, c'est pas la première fois là, qu'il en parle. En 2021, la première fois qu'il avait révélé ce projet-là, c'était littéralement un acteur qui avait mis un saut de robot qui était sauté sur le stage. Là, en 2022, il avait montré une espèce de prototype. Et là, cette fois, ben, on avait des robots qui servaient de la bière, qui parlaient aux invités, qui faisaient des petites danses, qui jouaient à roche, papier, ciseaux. Il y a plusieurs observateurs qui étaient là, qui ont posé des questions aux humanoïdes. Et là, je vais mettre des extraits. Hey Optimus, how much of you is AI? I can't disclose just how much. That's something you'll have to find out later. But some or none? I would say it might be some. I'm not going to confirm, but it might be some. En fait, ces robots-là étaient contrôlés par des opérateurs humains à distance. Oui. Et quand on leur parlait, qui nous répondait? Des opérateurs humains qui contrôlaient le robot à distance. C'est quand même dangereux en ce sens où c'est de la fausse publicité, c'est une forme de mensonge voilé. Qu'est-ce que ça sert à quoi? Ben, à enrichir Elon Musk, qui nous vend un peu de la poudre aux yeux. C'est sûr que dans les dernières années, les gens sont devenus un peu plus sceptiques face aux exagérations ou même à tout ce que les entreprises technologiques vont dire. Fait que ça, c'est encourageant, mais je trouve qu'au niveau de la couverture médiatique, tu sais, ça reste encore très frustrant, selon moi. J'ai un bon article de Paris Marks qui vient de sortir aujourd'hui, 13 octobre. Elon Musk Dream of Robot Slave isn't coming soon. Donc lui, c'est un chroniqueur technologique qui anime l'émission que j'aime beaucoup, le Tech Won't Save Us. Il couvre la nouvelle et il parle du robot Optimus. Mais l'idée aussi, je pense que dans le fait d'humaniser une machine, c'est qu'on brouille qu'est-ce qui sépare l'humain de la machine, puis on finit par machiniser les humains, humaniser les robots. Mais ça sert aussi à ceux qui conçoit les robots à se déresponsabiliser. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on humanise une machine? Ben, on la responsabilise de ses potentiels futurs dérapages. C'est comme si elle avait soudainement une humanité, une responsabilité juridique, criminelle. Alors que non, c'est
ceux qui déploient, qui créent, qui conçoivent cette technologie-là, qui en tirent des bénéfices, qui devraient être responsables. Derrière DigiNews, on annonce les lauréats des prix Nobel de chimie et de physique, et là, ce sont des chercheurs qui ont surtout à voir avec l'intelligence artificielle. Fait que là, ça crée des débats. On se dit, est-ce que, effectivement, ces récompenses-là soulignent l'impact de la technologie sur tous les aspects de nos vies? Est-ce que ça veut dire que le prix Nobel sent qu'il est un petit peu à côté de la plaque parce qu'il n'y a pas de catégorie la science computationnelle, il n'y a pas de catégorie non plus pour les mathématiques. Donc, c'est comme s'ils s'étaient arrangés pour trouver un petit tour de passe-passe pour finalement récompenser l'intelligence artificielle. Ça a aussi créé des débats au niveau des catégories. Est-ce qu'il faudrait revoir les catégories ou simplement peut-être parler de l'interdisciplinarité? Parce que plus que de créer une nouvelle catégorie, il faut aussi se dire que parfois la science et même les arts, on est dans des catégories qui sont peut-être plus floues qu'on ne le voudrait. Moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup aux catégories dans le milieu littéraire parce que ma pratique d'écriture, elle se situe toujours à cheval entre plusieurs catégories. Je pense personnellement qu'il faudrait les abolir parce que qu'est-ce que ça fait quand on a des catégories? Souvent, ça crée des hiérarchies de valeurs ou souvent, il va y avoir un genre littéraire, par exemple le roman, qu'on va situer en haut de la pyramide, contrairement à, par exemple, l'essai ou la poésie. L'autre chose que ça fait, c'est que ça limite ta création. Parce que quand tu es devant une page blanche, si tu dois d'emblée penser au genre littéraire que tu vas faire, finalement, ça te met des bâtons dans les roues, je trouve, parce que tu devrais pas penser à la question du genre. Ça devrait être un afterthought. Sauf qu'après ça, nécessairement, si tu veux commercialiser ton produit, si tu veux gagner un prix, il va falloir que tu l'insères dans une catégorie. Fait que là, il y a des gens qui se disent, oui, mais tu sais, il y a l'interdisciplinarité, que ça soit en art, que ça soit dans les sciences, il faudrait la reconnaître, peut-être, pourquoi pas l'encourager. Et là, je voulais finir avec un petit passage là, que j'ai pris dans un texte que j'ai bien aimé, que je vais mettre dans les notes de l'émission, d'un chroniqueur technologique, Edward Ongweso Jr., qui écrivait avant pour Vice, qui est le co-animateur d'une podcast que j'aime bien, This Machine Kills, qui est une podcast technocritique. Il a dit aussi que les inventions, là, ça c'est le discours qu'on devrait aussi avoir quand on parle de science, les inventions majeures, qui ont vraiment bousculé notre monde, sont pas essentiellement ou de façon inhérente des inventions qui vont améliorer notre vie ou enrichir l'humanité. La plupart du temps, en fait, c'est des inventions qui ont dégradé nos conditions de vie, qui ont creusé les inégalités. Pourquoi? Parce que elles vont être dans les mains de certaines personnes riches et puissantes, certaines élites qui vont en bénéficier directement et qui vont dicter les termes du déploiement technologique ou du déploiement de ces inventions-là. Quand il y a des changements technologiques qui ont effectivement des résultats positifs, c'est souvent parce qu'on a été forcé en fait de distribuer le potentiel, la potentialité de ces inventions de façon égalitaire. On passe à autre chose. Donc ça, c'était l'extrait disponible gratuitement. Si vous voulez écouter le reste de l'épisode, vous pouvez aller sur notre Patreon, le lien est dans la description. C'est quoi le lien? Patreon/Café Snake. Patreon.com/Café Snake. Merci d'avoir écouté Café Snake, puis abonnez-vous à notre Patreon pour plus de contenu. On vous revient la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Merci. Oh,